Ségolène Royal, invité des matins de France Culture, les matins politiques avec la rédaction et Hubert Huertas. Nous vous retrouvons dans un instant, Madame Royal, le temps de la chronique à 7h41, comme chaque mercredi, des idées claires de Caroline Eliachef. Bonjour Caroline. Bonjour Marc. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la haine de l'enfant. La haine de l'enfant. La maltraitance n'est-elle qu'un phénomène de santé publique massif, comme l'a déclaré l'épidémiologiste Anne Turtz au colloque qui s'est tenu le 14 juin dernier au Sénat sur ce sujet. Grande cause nationale en 1997, la protection de l'enfance maltraitée avait révélé aux professionnels et au grand public l'ampleur insoupçonnée de ce phénomène. Mais faut-il s'étonner que la violence éducative et la négligence soient encore tellement présentes dans notre société ? La haine de l'enfance, associée à son exploitation, existant depuis des millénaires et encore largement répandue dans le monde dès l'âge le plus tendre, on pourrait apprécier les progrès accomplis qui, somme toute, sont assez récents. Notamment la mise à jour des effets redoutables à court et à long terme de cette violence sur les enfants et leurs descendants. D'un autre côté, la résistance à mettre en cause des parents idéalisés a fortement ralenti la remise en question de la violence éducative et sexuelle qui s'exerçait aussi bien dans les institutions pour enfants qu'à l'hôpital, où la douleur n'a commencé à être prise en compte que dans les années 90 et encore très imparfaitement. On a trop facilement cru que le changement des valeurs éducatives, passer de l'obéissance et la soumission au bien-être, à l'autonomie et à l'épanouissement, irait forcément de pair avec l'éradication de la violence éducative. Il n'en est rien, au point que la Fondation pour l'enfance vient de lancer une nouvelle campagne télévisée contre les châtiments corporels. Pourtant, en ôtant toute justification éducative à la violence, ces changements ont eu pour effet d'en révéler la dimension haineuse, sadique, perverse ou maladive, de la stigmatiser et d'en rendre les parents coupables. Encore faut-il qu'ils sachent par quoi la remplacer. L'État, lui, assume une double fonction, celle de reconnaissance des places parentales par la déclaration de naissance et celle de contrôle sur l'exercice de la fonction parentale qui l'amène à intervenir quand les parents ne respectent pas les conditions de protection et d'éducation auxquelles les enfants ont droit. La protection de l'enfance a le principal défaut de ne pas différencier assez tôt les situations relevant de l'aide à la parentalité, et elles sont nombreuses, de celles où il s'agit de protéger durablement et de façon cohérente les enfants qui vivent dans des familles gravement défaillantes. L'idéologie du maintien du lien familial à tout prix et la loi de 2007 privilégiant l'adhésion des parents aux mesures de protection n'y aident pas, bien au contraire. C'est mal concevoir le respect que l'on doit aux parents gravement défaillants que de leur rendre les enfants qu'ils réclament à corps et à cri en se positionnant comme victimes. Le pédopsychiatre Maurice Berger avance l'idée de faire de la protection de l'enfance une spécialité à part entière, intégrant la clinique, la recherche, la prévention et l'évaluation, loin de toute idéologie sur les besoins supposés de l'enfant quand ils vont à l'encontre de la réalité. Les idées claires de Caroline Eliachef sur franceculture.fr, peut-être un commentaire, une réaction, Ségolène Royal. Oui, volontiers, c'est un sujet très important, que je connais bien, oui, pour m'en être occupée. Il me semble que quelque chose d'utile et d'efficace à faire serait d'intégrer l'éducation à la parentalité dans le système scolaire, c'est-à-dire d'éduquer très tôt les futurs parents, les adolescents, à la réflexion sur eux, comment ils ont été éduqués, et surtout sur les fondamentaux de l'éducation de l'enfant, car au fond, c'est le métier le plus important par an, et c'est celui qu'on n'apprend pas. Donc souvent, on reproduit les erreurs, et souvent, on tâtonne très longtemps jusqu'à se rendre compte qu'on va parfois dans la mauvaise direction. Et on voit beaucoup de conflits sur la maltraitance sur enfants au cours des procès qui ont lieu, et on découvre des parents complètement démunis par rapport à ce qu'ils découvrent, parce qu'ils ont tout simplement reproduit les violences qu'ils ont eux-mêmes subies. Donc il faut casser cet enchaînement des violences par une éducation très précoce à la parentalité. Ouais, et puis on assiste à un débat à nouveau sur la fessée, non plus un débat, là, clairement les recommandations dans la presse. Est-ce que la fessée est une violence pour vous ? Alors oui, elle vient de dire Caroline. C'est une violence. Ça dépend quelle fessée. Celle qui laisse des marques, celle qui est violente, celle qui crée un choc physique, oui. Mais une petite
claque sur le postérieur n'a jamais fait de mal. En tout cas, c'est beaucoup moins... petite claque, Caroline, c'est beaucoup moins nocif que de dire tous les matins à un enfant qu'il est nul, qu'il va échouer à l'école, ou lui dire tous les matins dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Le nombre d'enfants qui sont stressés par rapport au temps contraint des parents, c'est terrible, parce qu'ils perdent leurs moyens dès le matin avant d'aller à l'école. Alors, un mot sur la petite tape. Je pense qu'il faut, sur la fesse. Voilà, il faut changer un petit peu de logiciel. C'est-à-dire que on en est arrivé là à dire la fessée n'est pas éducative. C'est déjà formidable, parce que pendant des siècles, elle a été considérée comme éducative. Donc, à partir du moment où elle n'est pas éducative, qu'est-ce qu'elle est et à quoi sert-elle ? Donc, je pense que, voilà. Et je pense aussi que dans les pays où elle est interdite, qui sont de plus en plus nombreux, eh bien, ça fait réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. C'est également très important. Voilà, ça met une barrière psychologique de dire que la fessée est interdite, c'est au sens de violence physique. Allez, et dans les faits, bon, ça va. On va enchaîner bien sûr, ça fait pas de mal. Avec de nombreux dossiers importants, tout aussi importants d'ailleurs que la fessée économique, politique avec vous. Ségolène Royal, il faut rappeler tout de même que vous avez publié il y a un mois un livre donc au beau titre, cette belle idée du courage, où comme une sorte d'exercice d'admiration, vous faites les portraits de ceux qui vous inspirent, de Nelson Mandela à Aimé Césaire, de Lula, Dilma Rousseff à Stéphane Hessel, François Gabard, ou encore au combat des ouvriers de Liège, ou encore au courage des ouvrières de la confection qui ont repris leur vie. Je ne vais pas tous les citer, Ariel Douchkine, François Mitterrand, Jaurès, Jeanne d'Arc, Olympe de Gouges, et d'autres encore, et Louise Michel. Et puis, au fond, cette belle idée du courage renvoie sans doute à vous, et évidemment, immédiatement, celle qui disait il n'y a pas si longtemps à Michel Field d'avoir pu éprouver ce sentiment terrible d'être au fond du trou devant les adversités. Il faut dire que cette belle idée du courage, il vous la faut sans doute régulièrement, avec notamment les réussites et les échecs que l'on sait, la primaire socialiste en octobre 2011, la défaite législative de juin 2012 à La Rochelle. Car, cela dit, Ségolène Royal, vous continuez justement à faire, on pourrait dire courageusement, de la politique à la tête de ce que vous appelez votre région laboratoire de Poitou-Charentes, et puis aussi à la vice-présidence, tout récemment, de la Banque publique d'investissement, le projet phare donc du programme économique du président de la République, des fonctions qui vous laissent apparemment une liberté de ton dont vous ne vous privez pas pour commenter l'actualité et la politique du gouvernement. Mais après tout, puisque vous avez été, et que vous serez peut-être à nouveau candidate aux élections présidentielles, on a envie aussi de vous interroger au fond sur l'international, ce qui nous intéresse beaucoup ici à France Culture, et nous aborderons bien sûr les dossiers nationaux. Ensuite, vous consacrez un gros chapitre à Lula, un gros chapitre à Dilma Rousseff. Vous écrivez, page 72, le Brésil est pour moi une source d'inspiration. Commentaire alors sur ce qui se passe là depuis 2-3 jours, les classes moyennes, celles au fond qui se sont enrichies, sorties de la pauvreté, un quart de la population brésilienne grâce à Lula, semble se manifester d'une façon un peu véhémente en disant stop aux augmentations des tickets de bus, stop à la gabegie du financement de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est le revers de la médaille ? Est-ce que, peut-être, question que j'oserais vous poser, est-ce que les peuples sont ingrats à Ségolène Royal ? En tout cas, ça prouve que en politique, les choses sont très fragiles. Voyez, et c'est vrai que je décris longuement la politique de Lula, c'est quand même une histoire extraordinaire, que cet homme qui était vendeur de 4 saisons dans la rue et tourneur-fraiseur devienne président du Brésil à la 4e tentative. Et quand il est arrivé aux responsabilités, il a immédiatement fait la réforme bancaire, par exemple. Alors quand on lui disait « mais vous êtes incompétent en finance, etc. » Vous n'y connaissez rien. Il disait « vous n'y connaissez rien ». Il disait « écoutez, moi, ma compétence, c'est l'élection des Brésiliens. C'est le mandat que les Brésiliens m'ont donné. » Et alors, parce que Dilma Rousseff a été à ses côtés, elle était l'équivalent de son Premier ministre, et ils ont créé ensemble les Bolsa Familia, les bourses familiales, pour encourager les parents à mettre leurs enfants à l'école. Et cette bourse, qui était très originale, c'est que cette bourse était versée aux femmes. Parce que Lula avait dit, au moins là, on est sûr que la bourse ira vraiment aux enfants. Et cette politique sociale très offensive, dans un pays pourtant qui n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque, a permis l'émergence, vous venez de le dire, d'une classe moyenne. Dont on dit, encore une fois, c'est le Conseil international, que c'est un quart de la population, c'est énorme. Exactement. Il y a encore beaucoup de pauvreté, beaucoup d'insécurité. Il y a aussi l'invention au Brésil de la démocratie participative. Moi, j'avais rencontré le ministre de l'Intérieur qui faisait même
même de la démocratie participative sur la question de l'insécurité. Il avait comme ça réussi à reconquérir des quartiers entiers et leur redonner de la sécurité. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a deux événements majeurs que le Brésil est en train d'organiser, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, et que ça fait beaucoup de dépenses, à un moment où Dilma Rousseff a mené aussi une politique de protectionnisme pour essayer d'éviter l'inflation. Au fond, voilà un pays aussi qui a des ressources pétrolières, tout d'un coup, qui a cherché à maîtriser les grands groupes, notamment les grands groupes de la métallurgie, etc., pour mettre cette production au service de la population. Et là, la machine est en train de se gripper parce que y a l'émergence d'une classe moyenne, ce qu'on voit également en Turquie, qui a une aspiration très forte à l'éducation, à la santé, à la culture, à l'art de vivre, etc. Et qui trouve que les choses vont trop lentement. Et que l'augmentation du prix de ticket de bus peut faire basculer. Et que l'augmentation du prix... c'est pas que ça, mais c'est symboliquement beaucoup ça. C'est pas que ça, mais c'est une succession d'augmentation du coût de la vie au Brésil et d'un ralentissement de la croissance et en même temps d'une allocation des ressources publiques vers les grands équipements sportifs à l'égard desquels la population ne voit pas ce qui se passe. Plus les problèmes de corruption, car il y a une grosse suspicion du peuple brésilien envers les groupes du bâtiment et des travaux publics qui sont en train de construire ces gros équipements. Et tous les jours, au Brésil, il y a un scandale sur les malfaçons, sur les coûts supplémentaires, etc. Donc manifestement, un capitalisme qui n'est pas maîtrisé par la puissance de l'État. Donc que faut-il faire ? C'est remettre de l'ordre dans les finances publiques, remettre du contrôle sur ces grands chantiers, et puis reprendre la question de l'émergence des classes moyennes et réexpliquer ou réformer l'allocation des ressources publiques. Vous dites de Lula, la justice sociale est pour lui un choix volontariste et politique qui suppose un fort engagement de l'État. Lula est partisan de l'économie de marché, mais fermement régulée par une puissance politique qui assume ses responsabilités. C'est une phrase que vous répéteriez dans le creux de l'oreille du président de la République française. En tout cas, c'est une phrase qui... Pour l'inspirer, parce que vous dites que ça vous inspire, vous. Qui vaut pratiquement pour tous les pays. Regardez, dès que le social est laissé de côté et qu'il n'y a que des politiques quantitatives économiques, ça va dans l'impasse. Parce qu'à un moment, il y a une révolte populaire ou une insatisfaction populaire ou une incompréhension populaire sur ce juste équilibre. Il faut marcher sur les deux jambes dans le développement économique. C'est à la fois le progrès social et le progrès économique. Et Lula en avait fait une théorisation de l'exercice de son pouvoir. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et à chaque fois, quand il prenait la parole ou quand il était en dialogue en tête-à-tête, il répétait cela. Il disait, moi, j'ai réussi au Brésil parce que j'ai fermement voulu à la fois l'efficacité sociale, la justice sociale et l'efficacité économique. Et sans arrêt, tous les jours, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait avancer dans l'efficacité économique et qu'est-ce que j'ai fait avancer dans la justice sociale. Et selon vous, est-ce que ça fait partie un peu des écueils, entre guillemets, ou des risques de la démocratie, de ce qu'un peuple que vous mettez en mouvement peut se retourner contre vous? Il est intéressant de voir que le slogan des Brésiliens en ce moment, c'est la primavera brésilienne, alors que c'est l'automne au Brésil. Mais évidemment, c'est le mot printemps qui figure et qui fait référence sans doute à la fois à la Tunisie, à la Turquie, et y compris en cette saison automnale au Brésil, à un printemps. Est-ce que ces printemps-là, et comme on l'a vu en Espagne, cette expression-là, comme on l'a vu avec Occupy Wall Street, ils disent quelque chose de la société que peut-être les politiques n'ont pas saisi vous-même et que vous aimeriez saisir davantage parce que ça met des peuples en mouvement au risque des dirigeants. Oui, bien sûr. Bien sûr, on ne dirige pas un pays aujourd'hui comme du temps où il n'y avait pas la mondialisation de l'information. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les médias, Internet, les réseaux sociaux ? C'est que chacun sait quel est le niveau de vie dans le pays voisin. Et les gens n'acceptent plus qu'à quelques heures d'avion, un pays à l'autre, il y ait autant de divergences, autant de différences. Donc il y a aussi une aspiration de la mondialisation qui tire tout le monde vers le haut. Donc quand certains peuples... Qui oblige. Ouais. Et donc l'aspiration la plus importante des peuples, c'est l'émancipation par l'éducation et par la culture. Et par la santé. Donc quand ces besoins fondamentaux de l'être humain sont écrasés dans des pays où les peuples ont le sentiment, en plus qu'il y a des ressources, qu'il y a de l'argent, à ce moment-là, il y a une révolte populaire et l'élévation du niveau économique et intellectuel des classes moyennes
pousse à plus de mouvements. Mais les dirigeants doivent considérer que ces mouvements-là, cette énergie-là, finalement, elle doit se repositiver au service du pays. C'est formidable d'avoir des peuples qui aspirent à autre chose. C'est un élément majeur, c'est un moteur majeur du progrès économique et social. Et toute la difficulté pour ces dirigeants, même lorsqu'ils sont, soit ils sont totalitaires, dirigistes, à ce moment-là, ils étouffent les mouvements, soit, et on voit bien Dilma Rousseff qui est en train d'hésiter, qui dit à la fois... qui va consulter Lula d'ailleurs aujourd'hui. Lula qui dit à la fois que c'est légitime que la jeunesse bouge, c'est le propre de la jeunesse de bouger, mais qui en même temps est enserrée comme dans un carcan financier assez raide. On voit bien qu'il y a un tâtonnement et que, au fond, on est obligé de réagir sur le champ en essayant de comprendre ces mouvements et de les accompagner et de les canaliser vers le développement du pays. On est quasiment à la fin de la première partie. Donc Hubert, on peut dresser peut-être d'ailleurs le sommaire de ce dont nous parlerons tout de suite. On va terminer la conversation qu'on avait esquissée tout à l'heure. On a parlé de transparence, vous avez parlé de cumul des mandats. Tout ce qui concerne le système politique, donc tout ce qui concerne les élus, semble très difficile à évaluer. Vous auriez fait comment, vous, pour faire bouger les choses si vous aviez été présidente sur ces questions-là, transparence, et donc pour dépasser le blocage au moins apparent des élus? Et vous avez 1 minute. Alors, je joue pas moi au jeu. J'aurais fait quoi si c'est pas moi qui suis présidente de la République, donc je ne joue pas à ce jeu. Ce que simplement je peux vous dire, c'est que dans le projet que j'ai défendu pour la primaire et pour être désigné à l'élection présidentielle de 2012, il y avait la réalisation immédiate du non-cumul des mandats. Ça, je crois que c'est un signal qu'il faut vraiment... Vous seriez passé par le référendum parce qu'ils en veulent pas, les élus. Et il faut passer par les élus. Mais d'abord, j'aurais dirigé par ordonnance dès le départ. Mais la réforme du cumul relève quand même du vote des parlementaires. Oui. Ça, c'est très difficile de gérer par ordonnance. Autant on peut faire par ordonnance les réformes sociales et économiques, autant il faut mettre le Parlement devant ses responsabilités. Et je me serais appuyé sur ce qu'on appelle l'état de grâce ou les 100 jours pour dire... Et de toute façon, j'aurais été élu sur cette base. Donc, ça fait partie de mes engagements. Donc, j'aurais dit au Parlement, ça fait partie de mes engagements. Voilà, nous devons les réaliser. Ségolène Royal, invité 8h16 lors de votre chronique. Brice Couturier, bonjour à vous. Bonjour Marc. Ségolène Royal, vous avez été ministre de la Famille et nous allons parler, si vous le voulez bien, de la politique familiale du gouvernement. Mais auparavant, j'aimerais signaler l'existence de 3 problèmes absolument cruciaux, de portée immense, sur lesquels l'opinion des dirigeants de ce pays est curieusement inaudible. À croire qu'ils n'en ont pas, ou bien qu'ils préfèrent nous amuser avec des faits divers, ces faits divers qui envahissent les journaux télévisés. Primo, l'Europe est entrée dans négociation avec les États-Unis pour la création d'une zone de libre-échange euro-atlantique comparable à celle que Washington est en train de tisser déjà entre l'Amérique et l'Asie sous le label Partenariat Transpacifique. En créant un marché commun avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Vietnam, le Pérou, probablement le Canada, le Japon et le Mexique, les États-Unis tentent clairement d'encercler commercialement la Chine. Le partenariat commercial UE-États-Unis serait d'un effet encore plus déterminant pour le commerce mondial, car les normes adoptées entre elles par les 2 plus grandes puissances économiques de la planète s'imposeraient inévitablement au reste du monde. Et des mesures de protection, adoptées en commun face à la concurrence chinoise, auraient un effet implacable. Or, tout ce qui amuse les commentateurs, c'est d'ergoter sur l'échange un peu vif entre Barroso et François Hollande à propos de notre exception culturelle, comme s'il fallait éviter de parler de l'essentiel, le sens politique de cette négociation, car c'est une décision d'une portée immense qui engage notre avenir. Deuxièmement, grâce à la BCE et surtout à la Fed, l'économie mondiale vit sous cocaïne. Elle connaît une euphorie irrationnelle qui la rend bien trop sûre d'elle-même. En inondant la planète financière de liquidités, les banques centrales sont parvenues à créer l'illusion d'une reprise de la croissance. En rachetant des milliards de dettes souveraines, elles ont obtenu une baisse artificielle des taux d'intérêt. Mais le moment du sevrage approche, nous avertissent les Américains, et seuls les spécialistes de ces questions sur les sites spécialisés discutent des réactions du drogué, bientôt privé de sa dose quotidienne. Nos dirigeants politiques préfèrent commenter les lettres privées qu'échangeaient autrefois l'ancien président de la République et sa ministre de l'économie et des finances. Fait divers, on nous amuse. Tertio, les banques européennes, apprend-on, soudain, détiennent dans leurs coffres environ 1000 milliards d'euros d'actifs pourris. Tandis que les banques américaines ont fait le ménage dans leur bilan, nous avons laissé les nôtres comptabiliser dans la partie positive de leur bilan des titres
qui ne valent plus rien. Et voilà pourquoi nos banques ont en partie cessé de faire leur métier, qui est de financer l'économie par leurs prêts, malgré la surabondance des liquidités. Les collectivités territoriales, et vous êtes présidente de région, ont été victimes de taux de crédit variables et plus d'une centaine d'entre elles ont déposé plainte. Qui va payer ? Les actionnaires ? Les déposants ? Les épargnants, les contribuables? L'Europe va-t-elle connaître deux décennies pourries comme le Japon? Voilà qui paraîtra sans doute plus intéressant à la vice-présidente de la Banque publique d'investissement que vous êtes que de savoir si Moscovici a ou non une liste de personnalités politiques détenant un compte en Suisse. Mais j'avais promis de vous interroger sur la politique familiale, et j'y arrive. Excellent. Julien Damon, dans une tribune parue cette semaine dans Le Monde, fait le constat que notre politique familiale, par petites touches, a changé de nature, sans que cela soit publiquement discuté. Nous serions passés, d'après ce commentateur avisé, d'une politique visant à compenser en partie les coûts qu'entraîne pour un foyer l'entretien des enfants à une autre politique, visant plutôt une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des parents. Et du coup, l'essentiel des efforts nouveaux sur le plan financier à porter sur l'accueil du jeune enfant. Damon en conclut qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique en créant un service public de la petite enfance qui comporterait un droit opposable à un mode de garde pour tous les enfants de France de moins de 3 ans. Qu'en pensez-vous ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Alors c'est évidemment très compliqué avec Brice parce que vous voulez répondre sur quoi ? Sur la politique familiale ou sur tout le reste qui n'est pas rien non plus ? Bon, c'est sur la politique familiale, sur la question. Sur tout le reste peut-être. Sur tout le reste d'abord. Alors sur tout le reste d'abord, mais ça va nous éloigner de la politique familiale. Merci de ne pas me réduire d'ailleurs, ancienne ministre de la Famille, mais même si c'est tout à fait crucial. C'était l'art de les cette femmes chronique. aussi ont des compétences économiques. Malgré les apparences. Alors, allons-y. Alors, sur quel thème ? Alors, d'abord, le partenariat transatlantique. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Pourquoi c'est pas discuté publiquement ? Après tout, beaucoup de gens, ça intéresse pas seulement les commissaires européens. C'est la ligne de Moi, libération ce d'aujourd'hui. que j'aime dans votre chronique, c'est effectivement de mettre le doigt sur, au fond, la banalisation de l'information, la gadgetisation de l'information, et le fait qu'on n'associe pas les peuples aux choix structurels fondamentaux qui engagent non seulement le présent, mais l'avenir immédiat. Et là, vous voyez, c'est un déficit de démocratie participative, parce que les enjeux qui exigent précisément une exigence intellectuelle, un effort de réflexion et d'analyse, on ne donne pas aux Français, mais c'est vrai dans d'autres pays, les clés pour comprendre le monde et les clés pour participer aux grandes décisions qui les concernent. Sur le partenariat, Europe-États-Unis, la question se pose, à mon avis, de la façon suivante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon dans la mondialisation, qu'est-ce qui est mauvais ? Je crois qu'il faut se garder de tout sentiment anti-américain, déjà, parce que ça, c'est détestable aussi. Ce sont des réflexes qui ne sont pas conformes à l'intérêt général des peuples. Donc, il faut discerner en toute conscience qu'est-ce qui est bon dans ces échanges et qu'est-ce qui ne l'est pas. Si par exemple, dans ces échanges, il y a l'exigence environnementale, l'exigence écologique, que la Chine ne prend pas en considération, on le sait, puisqu'il y a certaines délocalisations d'entreprises chimiques, par exemple, qui vont en Chine parce que les normes écologiques sont dramatiques et aux dépens des peuples aussi qui subissent ces pollutions. Donc s'il y a un certain nombre de valeurs dans les choix économiques et sociaux qu'on nous propose, des choix de civilisation entre les États-Unis et l'Europe, alors ça va dans la bonne direction. Et la autrement Chine, dit, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, pour reprendre les politiques familiales, mais de dire, voilà, bon, les États-Unis proposent ça, vous avez raison, vous venez de le dire, il y a des stratégies d'encerclement de la Chine dans lesquelles nous n'avons pas à rentrer, puisque nous devons rester dans un monde multipolaire et ne pas accepter non plus la domination des États-Unis d'Amérique, mais en même temps, nous avons à nous appuyer sur cette demande de partenariat pour faire avancer et imposer un certain nombre de valeurs qui préparent, d'abord qui remettent des règles dans les temps contemporains et qui préparent le futur. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs ? Je viens de les normes écologiques et environnementales, la lutte contre les pesticides par exemple, qui est à la source de nombreux cancers. Donc aujourd'hui, la loi du silence est en train d'être levée, donc les aspirations à la santé, c'est quelque chose de très important. Les échanges de matières grises et la mise en commun d'un certain nombre de découvertes, de recherches, de brevets qui peuvent permettre de faire progresser aussi le monde. La
question de l'accès à l'éducation, des solutions pour lutter contre le chômage des jeunes, en liaison avec la formation des jeunes, par exemple. Donc on voit qu'il y a des enjeux majeurs de convergence. Mais l'Europe doit garder son autonomie. Moi, vous savez que je plaide depuis longtemps pour la constitution des États-Unis d'Europe, parce que lorsque l'Europe s'affaiblit, lorsque les pays européens se divisent, mais les États-Unis d'Amérique ou l'Asie ou l'Amérique du Sud se frottent les mains, puisqu'on est quand même aussi, ne soyons pas naïfs, dans une compétition mondiale. Donc avant d'accuser les autres continents, commençons par structurer, par consolider et par renforcer l'Union européenne. Ça, c'est pas gagné quand même, hein, parce que vous avez remarqué, notamment avec les questions de panneaux solaires chinois, d'embargo, la querelle entre la France et l'Allemagne. Enfin, il n'y a jamais aucun pays... Regardez la Syrie au G8, échec des pays, notamment européens, à se mettre d'accord, y compris avec les États-Unis. Bon, c'est pas gagné du tout, cette affaire des États-Unis, d'Europe, Ségolène Royal. C'est pas gagné, mais c'est un défi extraordinaire à réussir. C'est une nouvelle frontière à atteindre, y compris avec des éléments de protection. Ça ne me choque pas du tout qu'on se protège contre les constructions des panneaux solaires chinois qui envahissent le territoire avec du dumping social. Hubert, cette négociation entre l'Europe et les États-Unis, je voudrais rebondir sur ce que disait Brice, et que vous avez repris, vous aussi, Brice, quand il évoquait la polémique qu'il y a eu entre M. Barroso à propos de l'exception culturelle. Brice parlait un peu de fait divérisation. Vous avez dit, c'est vrai qu'il existe une gadgetisation. Alors, cette polémique, est-ce que c'est un petit écho, ou bien est-ce qu'elle est révélatrice d'un vrai problème politique, à savoir là on va parler de la Commission européenne, mais de l'importance que prend cette commission, et de l'importance que prennent au fond les commissions en général sur les politiques qui paraissent au fond ne prendre que les choses à la dictée. Ségolène Royal. Oui, au fond, est-ce qu'on n'est pas là, peut-être dans un petit écho, mais dans un grand symptôme ? Sans doute, c'est vrai. Mais en même temps, si les commissions prennent du pouvoir, c'est que les politiques n'assument pas le leur. Et donc, il faut d'abord que les politiques assument leurs responsabilités, puisque la Commission, elle est chargée de mettre en musique ce que le Conseil européen décide. Vous pensez que M. Barroso en a dit trop et qu'il a... sur cette question d'exception culturelle, puis sur le commentaire qu'il a fait ensuite, il s'est cru titulaire de pouvoir qu'il n'a pas en réalité. Je crois surtout qu'il a subi la pression d'autres pays européens qui n'étaient pas satisfaits de cette exception culturelle française, qu'il faudrait d'ailleurs étendre, parce qu'elle se limite à l'audiovisuel. La vraie question, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exception culturelle ? Il y a le livre, il y a l'art, il y a plein d'autres choses dans l'expression culturelle. Et je vois maintenant que les agriculteurs demandent qu'il y ait aussi une exception culturelle liée à l'identité des territoires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il faut que l'Europe se conçoive, pas par une uniformisation des modèles, mais au fond que chaque pays ait aussi le droit de s'exprimer sur ce à quoi il tient comme identité territoriale. C'est pas absurde. Et au lieu de voir ça comme une faiblesse, voyons ça comme une force. Ce qui fait la force de l'Europe, c'est en quelque sorte la biodiversité. C'est tenable, on arrive à tenir les deux bouts d'une Europe qui serait réellement unie, et puis de maintenir comme ça des exceptions culturelles sur chaque domaine de chaque pays. Mais oui, je pense que c'est ça qui ferait la force de l'Europe. Donc, faut pas. Certains ont une vision d'une Europe uniformisée où tout le monde se ressemblerait, mais pas du tout. La diversité des peuples de l'Europe, c'est ce qui fait notre force, à condition d'être aussi très puissants sur ce qui fait que nous restons en commun dans un espace qui s'appelle l'Europe. Brice Couturier. Une des questions que je suggérais dans mon papier, c'est le fait que nous vivons aujourd'hui sur un tonneau de poudre. Nous vivons en France, en Europe, sur un tonneau de poudre qui est celui de Vous avez même parlé de cocaïne. Hein. Cocaïne, c'est pour les banques centrales européennes qui nous inondent de liquidités pour nous faire croire que tout va bien. Mais il y a un troisième problème qui, lui, est spécifiquement européen, pas américain, justement, parce que les Américains l'ont réglé, c'est le problème des actifs pourris qui sont dans les coffres, dans les bilans de nos banques. Or, vous êtes présidente d'une importante région française,
française. Et vous savez bien que 124 ou 125, je ne me souviens plus du chiffre exact, collectivités territoriales sont aujourd'hui en procès avec le successeur de la banque Dexia, parce qu'on leur a imposé des crédits à taux variables et qu'elles se retrouvent aujourd'hui surendettées parce que la situation de nos banques est désastreuse. Par ailleurs, vous êtes la vice-présidente de la Banque publique d'investissement qui a pour mission de sauver les PME qui sont aujourd'hui étranglées par leurs banquiers. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous comptez faire de cette Banque publique d'investissement pour essayer, parce que les PME, c'est l'emploi dans ce pays. Claire. Donc sur la première question, heureusement, la région que je préside n'a aucun emprunt toxique. Mais je vois effectivement d'autres collectivités locales qui ont ces emprunts toxiques et qui sont en grande difficulté. De quoi s'agit-il ? Quel est le constat ? L'État n'a pas rempli ses responsabilités. Voilà la vraie raison. Il a laissé les banques faire à leur façon, alors qu'il les a renflouées en 2008. Souvenez-vous, sous Nicolas Sarkozy, l'État est entré à renflouer les banques qui, sans faire le ménage dans ces banques et sans exiger de contrepartie. Et là, il y a eu une occasion vraiment manquée. C'est-à-dire que l'État rentrant en contrepartie devait rentrer au conseil d'administration de ces banques, en contrepartie de cet apport qui était l'argent des Français. Donc l'État, au nom de l'intérêt général des Français, aurait dû rentrer au capital de ces banques et nettoyer ces banques. Et en particulier en faisant tout de suite la séparation au sein des banques, comme ça a été fait aux États-Unis d'Amérique, entre les banques les dépôts, c'est-à-dire la protection de l'épargne des Français et les activités spéculatives. Et donc, dans ce mélange de l'usage des fonds, les banques ont reconnu une deuxième, une troisième crise et, comme vous l'avez dit à l'instant, n'ont pas remis au clair la question de la gestion des liquidités. Il n'est pas trop tard. Vous êtes satisfait de ce qu'a fait le gouvernement socialiste dont vous êtes proche dans ce domaine? On dit qu'il était très timide. Qu'en pensez-vous? C'est assez timide ce qui a été fait. C'est assez timide. Pourquoi c'est timide? Parce qu'on sait comment ça marche. Dès qu'on touche à la réforme du système bancaire, vous avez immédiatement les grands présidents de banque qui se ruent à l'Élysée, au ministère des Finances, en disant non, il ne faut pas toucher parce que c'est des centaines, des milliers d'emplois que nous allons être obligés de supprimer. Donc ça fait peur aux dirigeants et aux pouvoirs. Vous auriez été plus loin? Est-ce que vous auriez été jusqu'à cette séparation? Moi, j'aurais protégé, je l'ai dit. Et l'État surveillant davantage ces questions-là. La première chose à faire, je le plaide depuis longtemps, parce que j'avais déjà dit en 2007, c'est de rémunérer les dépôts. Je veux dire, le surendettement des ménages, c'est tellement insupportable. Quand vous voyez la masse des liquidités, les profits bancaires, c'est insupportable. Le nombre de Français en situation de surendettement avec des crédits revolving qui existent toujours, alors que quand les comptes sont en excédent au début du mois, ils ne sont pas rémunérés, et le moindre petit découvert bancaire entraîne des coups de bambou et des tarifications bancaires insupportables. Ça, c'est une réforme qui est à faire pour que sur la durée de l'année, par exemple, on puisse compenser les excédents et les déficits et que les gens n'aient plus à payer de tarification bancaire, puisque finalement les banques s'enrichissent sur les pauvres et sur les moyens. Les riches ont toujours les moyens de renégocier leurs taux, mais les petits, eux, sur un découvert bancaire, ils payent des taux extravagants. Hubert Huertas. On va revenir en France et à la politique intérieure, pardonnez-moi, c'est ma spécialité. On a voté à Villeneuve-sur-Lot dimanche dernier. Le Parti socialiste a été, pour la seconde fois en 3 mois, éliminé au premier tour. Et on a un second tour entre l'UMP et le Front National. D'abord, comment voyez-vous ce second tour ? Ce qui pose la question du Front républicain, bien sûr. Ce second tour, d'abord je déplore l'élimination du candidat socialiste. Et en même temps, on voit bien les raisons de cette élimination. D'abord, il y a un rejet de la corruption. Donc, il y a eu beaucoup d'abstention chez les électeurs de socialistes et les électeurs de gauche. Ensuite, il y a, comme vous le voyez, quand on le voit dans les chiffres, en valeur absolue, il y a un début d'adhésion au Front National, puisque c'est le seul candidat. Le Front National, c'est celui qui monte en termes de nombre de voix par rapport à l'élection précédente. C'est-à-dire les partis de gouvernement, eux, perdent des voix. Donc ça, c'est assez... Il faut regarder les choses de près, sans dire que c'était horrible, c'est inquiétant, etc. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ce qu'il faut, c'est agir en politique. Donc maintenant, je considère qu'agiter l'épouvantail du Front National ne suffit pas. Les gens sont intelligents. Et s'ils ont sanctionné les partis de gouvernement, il faut faire attention qu'entre ces deux tours, uniquement le slogan du barrage au Front National, mais va donner envie aux gens de transgresser ce nouvel ordre. Vous pensez que le Parti socialiste n'a pas bien fait d'en appeler au Front républicain ? Si, le soir du premier tour, il fallait le faire. Maintenant, ça ne suffit pas comme argument politique.
Donc il faut déployer au cours de cette semaine, c'est assez court, j'en conviens, des arguments. On l'évoquait tout à l'heure sur les questions de corruption, qui montrent que on a compris un certain nombre de choses et que, vous savez, ceux qui vont sur le Front National sont des électeurs qui se disent ni de droite ni de gauche. Mais quand vous considérez qu'un électeur sur 3 se dit ni de droite ni de gauche, le Front National a un sacré réservoir de voix si on n'est pas vigilant et si on ne répond pas intelligemment, si on ne s'adresse pas à l'intelligence des électeurs. C'est ça qu'il faut faire pour leur montrer qu'il y a une espérance, qu'on est aux responsabilités et qu'il y a des signes d'espoir et des moyens d'agir et des solutions efficaces aux problèmes qui se posent. À propos de moralisation, est-ce que vous considérez que l'État a bien fait de soutenir le maintien de M. Stéphane Richard à la tête de l'entreprise Orange, bien qu'il soit mis en examen pour escroquerie en bande organisée ? Alors, il est mis en examen, donc il y a la présomption d'innocence. Et puis, la vraie question, c'est de savoir qui a donné les ordres. Peut-on imaginer que sur des montants financiers aussi colossaux, c'est un directeur de cabinet, la ministre des Finances, qui donne des ordres ? Manifestement, les ordres viennent de plus haut. Voilà. Donc il faut attendre effectivement le déroulement de l'enquête pour que les véritables responsabilités soient établies sans déstabiliser l'entreprise entre les deux. Les salariés de Orange, ils ne sont pour rien. Donc, en revanche, ce qu'il faut, c'est que la justice s'accélère et les moyens surtout de cette accélération. Cette affaire de l'arbitrage, vous considérez que c'est un très grand scandale, que c'est une affaire d'État ? C'est un très grand scandale et je me souviens avoir été une des rares à l'époque à avoir protesté. La classe politique était assez silencieuse, à ma grande surprise. J'avais commencé à parler de corruption au plus haut sommet de l'État. Et même sur cette question-là, j'avais choqué à droite comme à gauche, alors qu'aujourd'hui, on voit que j'avais raison. Il y a plusieurs affaires en ce moment et qui convergent vers le même homme, Nicolas Sarkozy. L'UMP dit qu'il y a là un complot, qu'il y aurait même un cabinet noir. Que dites-vous de cet argument du complot qui viserait M. Sarkozy pour l'empêcher de revenir ? Il y a quand même des indices concordants, comme on dit dans la justice. Et donc, ce qui trouble les Français surtout, c'est la lenteur. La lenteur, c'est-à-dire la justice n'a pas eu, au cours du quinquennat précédent, tous les moyens techniques, scientifiques, en termes de ressources humaines aussi, pour avancer. Et les juges, moi je voudrais rendre hommage aux juges, qui souvent avec très peu de moyens, ont quand même tenu bon et ont quand même continué à avancer sur leurs investigations. Brice Couturier. Une des 4 questions que je vous posais, c'était le fait qu'effectivement la Fed annonce qu'elle va cesser sa politique de quantitative easing qui consiste donc à racheter par milliards la dette publique américaine et à injecter dans l'économie mondiale des masses financières extravagantes qui sont en train de constituer des bulles. Vous avez constaté comme nous tous que la banque a progressé de manière spectaculaire au cours des derniers mois, aussi bien en France, en Europe qu'aux États-Unis, alors même que l'activité économique ne progresse pas et que même elle régresse dans pas mal de pays d'Europe. Il y a là un dysfonctionnement manifeste et ce dysfonctionnement, il est évidemment causé par ces injections extravagantes de liquidités. Est-ce que vous pensez que la crise est derrière nous, comme le pensent certains dirigeants politiques, ou est-ce que vous pensez qu'on y est en plein dedans ? Quel est votre diagnostic à vous ? Ségolène Royal. La crise est derrière nous si on prend les moyens de la juguler. Et en particulier sur l'excès de capitaux et de finances à l'échelle internationale. C'est vrai que c'est extravagant, cette circulation de masse financière considérable. D'où vient-elle ? Elle vient de la recherche par les banques du profit maximal, c'est-à-dire de la spéculation. Donc elle va sur les activités spéculatives jusqu'au jour où une bulle spéculative s'écroule. À ce moment-là, il y a une faillite. Et à ce moment-là, ça se retourne contre les gens. C'est ce qu'on a vu avec la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis d'Amérique. Crise d'ailleurs qui n'est pas terminée puisque les bulles immobilières recommencent. Donc que faut-il faire ? Il faut une régulation mondiale plus une régulation nationale pour que la finance soit mise au service de l'économie réelle. L'économie réelle,
paradoxalement, a besoin de trésorerie. Donc on est dans un système où coexiste un excès de liquidité sur les activités spéculatives et un manque de liquidité pour développer l'économie réelle. C'est le sens de la création de la Banque publique d'investissement, pour laquelle j'avais plaidé d'ailleurs dès 2008. Donc moi je suis satisfaite de voir cette réforme mise en application, puisque en 2008, lorsque l'État, je le disais tout à l'heure, est intervenu au capital des banques sans contrepartie, j'avais dit mais plutôt que de mettre cet argent dans les banques, mettons-le dans une banque publique d'investissement qui va enfin mettre la finance au service de l'économie. C'est ce que fait cette banque aujourd'hui, donc elle est en train de monter en puissance pour apporter aux PME à la fois du capital et de la trésorerie. Vous constatez qu'effectivement ça commence à être efficace parce qu'il y a aussi la question de la direction de cette banque publique d'investissement. On a eu le sentiment à plusieurs reprises qu'entre vous et son numéro 1, les rapports n'étaient pas idylliques. Jean-Pierre Jouyet. Non, le directeur général exécutif. Vous savez, moi je suis au conseil d'administration, gratuitement d'ailleurs, parce que je veux garder ma liberté de parole. J'y ai été désigné non pas par le gouvernement, mais par l'association des régions de France, par les territoires, en tant que présidente de région. Et je suis vice-présidente de ce conseil d'administration. Donc j'ai un rôle de surveillance, et rien ne serait pire que si je me taisais quand je vois des problèmes de calage, disons, notamment au moment du démarrage de cette banque. Donc j'ai dit, la banque, elle doit être sobre. 1 euro dépensé est 1 euro utile, pas de dépenses somptuaires, de la clarté dans les décisions qui sont prises, de la rapidité dans les décisions qui sont prises, une concentration sur les PME, pas sur les grands groupes, l'accompagnement, la mutation écologique de l'économie, ne pas oublier l'économie sociale et solidaire, et faire en sorte que les chefs d'entreprise connaissent les dispositifs que l'on met en place. Donc c'est une exigence de clarté, de rapidité, de sobriété. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce que on a beaucoup commenté l'idée qu'au fond, le fonds de 42 milliards d'euros de cette banque publique d'investissement, c'était au fond pas grand-chose et que ça rajouterait peut-être, au lieu de simplifier, rajouterait la complexité des nombreuses aides qu'il y a déjà au fond pour les petites et les moyennes entreprises dans ce pays, dont l'arsenal de mesures font que souvent les gens s'y perdent un petit peu. Alors que comment vous la défendez c'est une nouvelle usine à gaz, vous allez me dire que non évidemment, mais comment ? C'est une mise en commun des moyens existants. Donc au contraire, ça doit simplifier, faire un système de guichet unique. Moi, je l'ai expérimenté dans ma région, puisque j'ai créé une agence PME, donc qui fonctionne depuis 1 an en mode BPI, c'est-à-dire que je rassemble l'ensemble des financeurs, des opérateurs, à la fois les moyens financiers de la région, parce que les régions ont, au terme de la loi, la compétence de l'aide économique aux entreprises. Donc nous intervenons sous quelle forme ? Nous intervenons sous forme d'avance, de prêts remboursables, de garantie d'emprunt, d'aide à la formation professionnelle, d'aide à l'innovation, de dépôt de brevets, etc. Donc, les moyens aussi des régions vont être coordonnés avec les moyens de ce qu'on appelait OSEO, c'est-à-dire la banque PME qui rentre dans la banque publique, du fonds stratégique d'investissement qui rentre dans la banque publique d'investissement, de la caisse des dépôts et consignations entreprises qui rentre. Donc, il y a une mise en commun de ces fonds. Il faut que les gens apprennent à travailler ensemble, ce qui n'est pas évident lorsqu'on rapproche des structures, pour qu'il n'y ait pas seulement une addition de ces moyens-là, mais qu'il y ait une démultiplication à la fois dans l'intelligence de l'accompagnement des entreprises, dans la rapidité d'intervention des besoins et dans la clarté de la doctrine d'intervention. Et ce que j'ai dit hier, puisqu'on rassemblait l'ensemble des salariés de la banque publique, qui sont le rassemblement des salariés déjà existants dans ces structures, pour éviter des dépenses de fonctionnement supplémentaires, c'est que je ferai un bilan en tant que porte-parole de la banque publique avant la fin de l'année, avant le mois de décembre. Et j'ai dit, nous serons jugés sur 2 choses. D'ailleurs, premièrement, sur la clarté des critères d'intervention, de la doctrine d'intervention. Pas de clientélisme. Pas de clientélisme, de l'intervention vraiment efficace sur les enjeux stratégiques de la mutation industrielle et de la création d'activités, de la valeur ajoutée, l'encouragement à la productivité et à l'exportation, donc et l'encouragement aux PME pour changer de taille. Ça, c'est un vrai problème en France. Comment est-ce que les PME deviennent ce qu'on appelle des ETI, c'est des entreprises de taille intermédiaire. Et là, je souhaite que la Banque publique d'investissement intervienne comme un levier très efficace pour que les entreprises changent de taille, ce qui est plus difficile en France qu'en Allemagne. Parce qu'il y a une taille critique à partir de laquelle on peut exporter. Voilà. En dessous, on n'y arrive pas. Exactement.
Et puis le deuxième critère d'évaluation de la réussite de cette banque, c'est justement quels sont les critères de réussite. En quoi est-ce que cette banque aura façonné, changé le paysage économique de notre pays pour que nous soyons un pays où il fait bon entreprendre, où tous ceux qui ont des idées, qui ont de la créativité, qui ont des brevets puissent passer de la recherche appliquée vers la fabrication industrielle. Vous pensez que la boîte à outils dont on parle beaucoup va donner les effets que le président Hollande espère, et notamment en ce qui concerne l'inversion de la courbe du chômage ? Et on travaille tous pour cela. Mais la banque publique aussi. Il y a un scepticisme général, paraît-il, même à l'intérieur du gouvernement, et une volonté affichée. S'il y a un scepticisme, on n'avance plus. Donc il faut garder l'optimisme, mais l'optimisme appuyé sur des actions. Voilà, donc heureusement que le chef de l'État continue à être optimiste et à dire il faut y arriver, il faut que tout le monde s'y mette, il faut faire converger les efforts, mettre en place tous les leviers qui ont été installés et que ça fonctionne à plein régime. Ségolène Royal, votre livre, cette belle idée du courage, est l'occasion d'une sorte de rentrée ou de retour politique. On vous voit partout, on vous entend, vous êtes avec nous ce matin. Alors, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, à propos du titre de votre livre, le titre « Cette belle idée du courage », sur la photo, on vous voit avec une belle photo d'ailleurs. Est-ce que, en creux, ça veut dire que cette belle idée du courage, elle n'est pas très partagée? Et je vais ajouter une autre sous-question. Est-ce que depuis maintenant un peu plus d'1 an, le gouvernement a manifesté une fois dans son action cette belle idée du courage, et à quelle occasion? Ségolène Royal. D'abord, il n'y a pas que ma photo. Je dis ça parce que plusieurs fois, on m'a posé cette question, alors qu'il y a un bandeau que je vois que vous n'avez pas sur le livre que vous avez là, parce que avec les le nom. Ah, voilà. Oui, on s'en remarque. Et c'est moi qui ai dit à l'éditeur, parce qu'au départ, je voulais une couverture où il y avait les photos de tous les hommes et les femmes dont je fais le portrait. Donc, c'est un choix d'éditeur qui dit non, il faut mettre votre photo sur la couverture. C'était pas mon choix initial. Et donc, j'ai fait effectivement quand même imposer un bandeau avec le nom de toutes les personnalités dont je raconte les histoires extraordinaires et qui sont des histoires difficiles mais d'espérance. Belle idée. Après, non, mais moi je donne pas de notes. On en manque un petit peu dans le paysage politique. Mais je ne vais pas donner de notes de courage à un tel ou un tel. Et d'abord parce que les responsables politiques qui sont à l'œuvre, à l'action, on les jugera au terme de leur mandat. Alors, est-ce qu'il y a un domaine où vous pensez que le pouvoir actuel, le gouvernement, a manifesté cette belle idée du courage? Et tous les jours. Vous savez, quand on est aux responsabilités, mais ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Non, ce n'est pas comparable. Je ne veux pas comparer l'itinéraire de Nelson Mandela ou de Roosevelt aux hommes politiques contemporains, parce que c'est 30 ans de vie que je relate de ces personnages. Donc je ne veux pas tomber dans cette espèce de piège en disant alors finalement ils sont plus courageux que ceux d'aujourd'hui. Je ne veux pas tirer le livre là-dedans. Il faut... Voilà, moi je mets à disposition des lecteurs ces histoires pour qu'ils y puisent aussi l'énergie et le courage que j'y ai puisé. Puis je vais reposer. Essayez. Attends son tour très patiemment. C'est parce que cette question, elle pourrait vous agacer un peu. Voilà. Alors, dans la perception que peuvent avoir les électeurs, il y a des fois quelque chose de curieux. L'impression que quand les gens sont élus, ils se mettent à ne plus rien comprendre et à ne prendre que de mauvaises décisions. Et quand les gens sont battus, alors là, ils ont l'illumination. On a l'exemple avec l'opposition qui a été au pouvoir pendant 10 ans et qui a tout compris depuis qu'elle a été battue. Et vous-même, on l'a dit, on vous le répète chaque fois que vous êtes interviewé, vous avez eu quelques déconvenus. Oui, c'est moins depuis que vous avez des déconvenus là, vous êtes devenu un conseiller, vous savez mieux. Et donc, est-ce que finalement, il ne faudrait pas imiter un certain nombre de pays où les dirigeants, quand ils ont perdu, ne sont plus dans le circuit politique? Si c'est leur choix, alors non, c'est une bonne question, ça ne me gêne pas du tout, mais si c'est leur choix, oui, mais figurez-vous que je suis encore élu, puisque je suis à la tête d'une région. Alors c'est vrai que vu de Paris... vous avez une dimension nationale en plus de votre dimension régionale. C'est vrai que vu de Paris, c'est peut-être pas grand-chose. Eh bien moi, je vais vous dire le contraire, parce que vous savez, la totalité des régions, mises bout à bout, c'est le pays. Et quand on juge un homme politique ou une femme politique, on la juge à son action.
Eh bien, moi, je suis très attentive à l'action que je mène en région parce que ce que je vous dis là sur les enjeux nationaux, je l'applique. La preuve, je me suis appliqué à moi-même le non-cumul des mandats. Donc, j'estime que je suis légitime pour en parler. C'est pas une leçon de morale que je donne. Je l'ai donnée par l'exemple. Quand je fais la mutation écologique sur mon territoire, j'estime que du coup, je suis légitime pour porter la parole au plan national. Quand j'ai déjà mis en place la Banque publique d'investissement depuis 2 ans sur le territoire de la région, j'estime que je suis légitime pour en parler. Euliez est un succès ou un échec pour vous? Alors, Euliez, sous l'angle voiture électrique, c'est dans la branche voiture électrique que je me suis battue. Et d'ailleurs, je raconte dans mon livre l'histoire des ouvriers de Liège. J'estime que du coup, je suis légitime pour parler des combats ouvriers. Quand j'aide les entreprises qui coulent, quand j'aide les ouvriers de ces entreprises à reprendre leurs entreprises sous forme de sociétés coopératives ouvrières de production comme Bocage Avenir Couture, que j'ai emmené à la Biennale de Venise, qui est une boîte de textile pourtant concurrencée par les pays asiatiques et qui arrive à surmonter, parce que les ouvrières ont repris leur usine, elles étaient 20, aujourd'hui elles sont 100, elles ont même du mal à trouver des salariés qualifiés. J'estime que du coup je suis légitime pour parler de la mutation économique et de l'économie sociale et solidaire. Voyez, je ne fais pas de leçon de morale, j'agis, j'en tire les conséquences et donc je porte cette parole parce que je sais que ce que je dis est possible et réalisable. Caroline Eliaschef, qui a été une patience d'ange. Vous n'hésitez pas dans certains livres et certaines interviews à exprimer ce que les épreuves de la vie ont pu vous faire. Est-ce que vous estimez que pour en sortir, il faut du courage ou qu'il s'agit de retrouver des capacités que éventuellement on ne savait pas qu'on avait avant ces épreuves? Ségolène Royal. Sans doute les deux, mais les deux sont liés en fait. Parce que vous voyez, je raconte l'histoire de François Gabard, ce grand navigateur qui a gagné le Vendée Globe, parce que c'est un courage physique. Donc je voulais au moins mettre une personnalité qui montre un courage physique dans ce livre et une personnalité qui montre un courage de la créativité, c'est Ariane Mouchkine. Alors bien sûr, on peut dire, tiens, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes assez disparates. Mais non, parce que, comme dit Gabard, il a découvert au cours du Vendée Globe qu'on ne mobilisait que 10 à 20% de ses capacités. Il a découvert qu'il était capable d'accomplir des choses inimaginables. Et c'est vrai de tous ces personnages. Quand un ministre d'Afrique du Sud... à la personne. Le courage s'impose. Soit on s'écroule, c'est-à-dire soit on est submergé par les épreuves, soit on va chercher au fond de soi l'énergie nécessaire pour les surmonter. Et ce livre, c'est cela, c'est montrer comment est-ce que des personnages qui au départ n'imaginaient même pas être capables d'accomplir ce qu'ils ont fait, même Nelson Mandela, qui au bout de 15 ans de prison reçoit la visite d'un ministre sud-africain qui lui dit, voilà, ou vous rentrez chez vous, mais vous vous taisez, ou vous restez en prison. Et il dit, mais non, mais je reste en prison. Et du coup, il va y rester près de 30 ans. Mais comment est-ce qu'on trouve le courage de ne plus revoir ses enfants, de ne plus voir sa famille, et de rester en prison pour une cause qu'on ne sait même pas à ce moment-là. Il ne sait pas à ce moment-là que sa cause va triompher. Donc, ces hommes et ces femmes, c'est vrai, sont sans doute portés par quelque chose qui est plus grand qu'eux, et donc qui leur permet de tenir debout et de se remettre debout. Mais je veux dire, mais tout un chacun a ça en soi. Donc, il ne faut pas que les gens désespèrent ou se découragent. Il faut qu'ils aillent chercher l'énergie là où elle est.